au long cours sur cette frise chronologique qu'on a entamée il y a plusieurs épisodes déjà. Et ça va être l'occasion de voir une nouvelle grande étape dans ce processus de colonisation des espaces. Tu vas le voir, tu peux le deviner peut-être à travers le titre aussi de cet épisode. Avant cela, eh bien, j'espère que tu as pu écouter, peut-être qu'en partie pour le moment, parce qu'elle est un peu longue, mais tu as pu écouter l'interview avec Victoria Pelleremers, où nous avons abordé le thème de l'intuition. C'est sa spécialité depuis 20 ans. Elle en a créé des outils pour découvrir son profil intuitif. Il y a d'ailleurs une promotion en cours jusqu'en décembre pour profiter de découvrir ton profil intuitif. Ce sont des outils qu'elle a créés, qu'elle utilise au sein d'entreprises ou auprès de publics particuliers. Et nous avons démystifié aussi, en tout cas elle a démystifié, tout ce que l'on peut croire, projeter au niveau de l'intuition, les fausses croyances, les mauvaises interprétations aussi de ce qu'est l'intuition. Et j'ai aussi essayé de faire des ponts entre ce qu'est réellement l'intuition, sa vision à travers les neurosciences et ce qu'on peut en tirer au niveau du système nerveux, du nerf vague et de notre sécurité intérieure. Car pour rappel, ce nerf vague, ce système nerveux est là pour nous protéger instant après instant, pour nous maintenir en vie, quelle que soit l'issue de l'expérience, tant que c'est un maintien en vie, le système nerveux, notre système nerveux est content. Et que mentalement, on soit heureux ou non. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais me présenter déjà. Donc, Guillaume Culioli, hôte ravi de t'accueillir sur ce podcast, sur cette plateforme, à travers tous ces épisodes. J'accompagne, je coach aussi bien donc les autour de l'alimentation, les problématiques alimentaires qu'on peut rencontrer, soit parce qu'on souhaite changer d'alimentation pour perdre du poids, retrouver la forme, retrouver la vitalité, retrouver le chemin du mouvement, la réalisation d'objectifs particuliers aussi, qu'on soit sportif ou non. Et j'accompagne évidemment autour du système nerveux, du nerf vague, de tout ce qui est la théorie polyvagale, même si ça ne te parle pas, eh bien c'est pas grave, sur toutes les problématiques de pourquoi tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, que ce soit arrêter quelque chose que tu considères comme néfaste ou tout simplement réaliser tes rêves. Et on va voir tout ça en accompagnement individuel. Eh bien, qu'est-ce qui a été mis en place au niveau de ton système nerveux pour que tu vives la vie que tu vis actuellement et pas autre chose. Et l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui a permis cette mise en place de ces fonctionnements-là et de pas forcément les enlever parce qu'il y en a qui sont fonctionnels et te permettent de survivre. C'est plus l'idée de dealer avec ces états-là. Tout ça, on va le découvrir évidemment en entretien ensemble et avec ces états-là, de pouvoir les prendre par la main en quelque sorte, comme un enfant, et de les rassurer pour leur montrer que on peut vivre d'autres expériences de façon différente que ce que l'on a l'habitude de faire et de mettre en place, tout en restant en vie. Voilà, c'est vraiment ça, un accompagnement. Si je le résume en très rapidement, quelques secondes, quelques minutes, euh, comment accompagner notre système nerveux. Et évidemment, on peut partir sur tout un tas de sujets, dont le sujet du jour qui est qu'est-ce qui nous pousse à aller toujours ailleurs, à toujours aller chercher ailleurs, à toujours essayer de s'expandre, de toujours vouloir essayer de coloniser, parce que c'est ce qu'a fait l'humain pendant très longtemps. Alors aujourd'hui, à peu près tous les espaces sur la planète Terre sont colonisés, à part les fonds marins. Mais ce ne sont pas des espaces très, très vivables. Et aujourd'hui, on continue avec l'exploration des planètes, à essayer de coloniser Mars actuellement. C'est un des objectifs. Et c'est quoi cette idée derrière? Pourquoi on fait ça? Et qu'est-ce qui nous pousse à aller à faire ça? Et peut-être qu'est-ce qui t'en empêche aussi? Et pour cela, on va reprendre notre frise chronologique
Pour rappel, la dernière fois, on s'était arrêté à l'apparition des poissons, pour faire simple. Je t'invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et donc le déploiement de la vie, de la biologie dans les fonds marins. Donc ça a explosé dans tous les sens pendant un certain temps. Ça continue d'exister, cette vie biologique et toute cette biodiversité dans les fonds marins. Et si vraiment tu veux aller plus loin dans l'exploration de ça, je t'invite à regarder un documentaire sur YouTube de Eric Carcenti, c'est un biologiste français qui mène depuis plusieurs années une mission avec toute une équipe d'autres scientifiques d'autres branches, où ils ont, il y a quelque temps déjà, naviguer sur toutes les mers et les océans de la planète pour faire des prélèvements en fait. Et alors, ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient découvrir. Et en fait, ils ont été plutôt agréablement surpris parce qu'ils ont fait des découvertes justement au-delà de leurs espérances. Et enfin, voilà, je t'invite vraiment à le regarder, et notamment si le déploiement de la vie dans toutes ses formes t'intéresse. Il montre des photos d'êtres vivants tout petits qui sont, j'ai perdu le nom, ça va me revenir, et qui sont extraordinaires de forme. Voilà, c'est minuscule. Il y en a des variétés, en fait, ils ne savent pas. Ils font que des estimations tellement c'est nombreux. Et en fait, les différents endroits où ils ont fait des prélèvements, à chaque fois, ils trouvaient des populations différentes. Donc en fait, ils se rendent compte juste de l'ampleur de la vie qu'il y a sous les eaux, dans les eaux. Et il fait le parallèle, il me semble, dans la conférence, entre nous, humains, qui, oui, croyons dominer cette planète par notre intelligence et notre conscience et tout ça. Sauf qu'en fait, si on dénombre les populations, en fait, je le dis de souvenir, hein, je crois que dans 1 litre d'eau, il faut un prélèvement au nord de l'océan Atlantique. Il prélève 1 litre d'eau, et dans ce litre d'eau, il y a entre 5 à 10 fois plus d'êtres humains sur la planète, d'êtres vivants dans ce litre d'eau. Donc il dit, enfin voilà, en fait on est minuscule à côté de toute cette diversité et de toute cette vie qu'il y a sous les eaux, et du peu qu'ils ont pu en découvrir. Et donc voilà pour le petit résumé et l'invitation à regarder cette conférence, qui nous amène donc à la colonisation de la terre ferme. Terre ferme qui, il y a quelques millions d'années, était un mauvais terme en fait. On n'aurait pas pu appeler la planète Terre, à cette époque-là, si on avait été des extraterrestres par exemple, ils n'auraient pas appelé la planète Terre, parce qu'il n'y avait pas de terre sur la planète. C'était des océans, et toutes les zones où il n'y avait pas de l'eau, c'était des roches, des roches, des roches, à perte de vue, de la lave en fusion, de la roche en fusion, ou des roches refroidies, donc qui étaient en mode dur, et pas de terre. La terre, vraiment ce qu'on appelle l'humus, le substrat sur lequel les plantes vont pouvoir s'appuyer et avec lesquels on va pouvoir nous aussi manger, c'est apparu, alors en même temps que la vie s'est développée dans les fonds marins, et c'est apparu il y a, on va dire, entre 470 millions d'années à 400 millions d'années, par l'apparition des premiers biofilms. Un biofilm, comme son nom l'indique, c'est une espèce de film donc vivant, qui vient recouvrir une surface, donc une roche à l'époque. Ces biofilms, on n'a qu'une estimation très 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 approximative, une approximation de quand ils sont apparus, parce que forcément, quand ça meurt, ça laisse pas de traces. Et après ces biofilms, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est juste pour te faire un petit déclic, sont apparus les lichens. Les lichens, c'est 400 millions d'années, environ, pareil, parce que quand ça se décompose, ça laisse pas de traces. Et très 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 peu. Les traces qu'on va voir, en fait, sont sur les rochers. Parce que qu'est-ce que fait un lichen sur une roche? Ça existe encore, on peut les voir très bien sur les roches, des roches calcaires, peu importe. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent grignoter la roche.
Ça se passe très 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 lentement. C'est par un processus chimique. Hein. Ils n'ont pas des petites dents. Hein. C'est vraiment d'une manière chimique que le lichen érode la roche et il en retire donc des minéraux. Et en mourant, les lichens, ils se reproduisent, ils meurent, machin, tout un cycle de la vie, comme tout être vivant. Ils se décomposent. Et en se décomposant, au fur et à mesure, avec les mousses aussi qui sont apparues entre-temps, ils ont commencé à produire les premiers substrats pour les futures plantes vascularisées. Donc les plantes, comme la vision plus commune qu'on a d'une plante, plutôt qu'un lichen. Et qui d'ailleurs mélange entre des bactéries, des mousses, c'est pas vraiment une plante en tant que telle, un lichen. Et qu'est-ce que l'idée pourquoi je te parle de ça, c'est que déjà, moi, ça m'a surpris d'apprendre ça, qu'un lichen euh, grignote un rocher et que, en fait, c'est grâce à ces formes de vie que la sédimentation existe aussi et que la minéralisation existe aussi. Parce que sans les lichens, en fait, les plantes n'auraient pas la capacité d'extraire les minéraux des rochers. Ça commence par les lichens qui vont éroder, ils meurent, et ils se décomposent, ils relâchent les minéraux qu'ils avaient en eux. Les plantes, à travers les substrats, vont recueillir ces micro-roches, hein, c'est parce qu'au final, un minéral, c'est une micro-roche, minérale, ça porte bien son nom, et elles intègrent ça dans leur structure. Un animal va les manger, et nous, on va manger soit les plantes, soit les animaux, et du coup, on va récupérer ces minéraux. Voilà, le petit chemin qui est important aussi à comprendre et de aussi se comprendre que d'une, on a besoin, c'est essentiel d'avoir des minéraux que l'on trouve dans son alimentation et donc pose-toi déjà la question de qu'est-ce qui t'apporte des minéraux en dehors des sachets que tu vas prendre en pharmacie ou des trucs, des électrolytes que tu vas prendre en tant que sportif par exemple. Quelles sont les plantes, quels sont les aliments naturels qui t'apportent des minéraux. Et ne me parle pas de pizza ou de produits transformés, de pâtes, de riz ou ce genre de choses. Il y en a très très peu, tellement ça a été trop transformé aujourd'hui. On continue, on avance sur notre chronologie. Donc ça, c'est un parallèle de l'évolution et de l'apparition du déploiement de la vie sous les eaux. Ensuite sont les premiers véritables êtres vivants qui se déplacent à apparaître alors, en dehors de la flore, donc je vais parler de la faune maintenant. Les premiers êtres vivants sont les arthropodes. Les arthropodes sont des invertébrés, donc ce qu'on va appeler communément insectes, du plus infime au plus gros. Et là-dedans, surtout les premiers, ça va être tout ce qui est araignées, scorpions. Donc pareil, les araignées, tu sais très bien qu'il y en a des toutes petites comme des très grosses. Pareil pour les scorpions à différentes tailles. Ces arthropodes, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Je te le dis parce que je me suis posé la question, du coup je le partage. C'est les plus gros mangeaient les plus petits et les tout petits devaient sûrement se nourrir toujours de plus petits jusqu'à arriver à ceux qui probablement devaient manger les déchets des plantes ou des plantes directement. Ça reste un peu vague. Et donc quand ils sont apparus, ils ont commencé à coloniser la Terre hors des eaux. Il y a 420-430 millions d'années. Et donc, 50 millions d'années plus tard, ça fait du chemin, hein, sont apparus les vertébrés. Ça reste des chiffres, encore une fois, approximatifs, parce qu'il y a eu plein d'essais de réussites, qui ont fait que les réussites ont donné, dans les cycles de descendance, des êtres qui ont évolué, qui sont perfectionnés pour coloniser un peu plus la planète hors de l'eau. Et donc ça, voilà, c'est une approximation, encore une fois. Et les premiers à avoir colonisé donc, la Terre, ce sont les amphibiens. Pourquoi les amphibiens? Parce qu'ils ont développé cette capacité à passer de l'état à queue à l'état air libre. Et ça, tu connais bien les amphibiens, ça va être par exemple les grenouilles. Elles vont pouvoir vivre aussi bien sous l'eau que sur Terre. La question moi, que j'ai envie de te poser par rapport à ça, c'est d'après toi, qu'est-ce qui a poussé des êtres vivants qui étaient totalement et complètement adaptés à leur milieu dans l'eau à sortir dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, potentiellement dangereux,
où ils savent pas s'il y a de la nourriture et où leur corps n'est carrément pas adapté. Parce qu'il faut s'imaginer, quand tu es dans l'eau, tu es pas soumis à la gravité, la plupart flottent, ils sont adaptés, hein, ils flottent là-dedans, ils coulent pas comme un caillou, et quand tu sors, tu viens sur la terre, eh ben, il faut te relever. Souviens-toi la dernière fois que tu as été dans la mer, que tu as été propulsé sur la plage par une vague. En général, on ne se relève pas aussi bien que quand on est dans l'eau. Enfin voilà, on est beaucoup moins mobilisable sur Terre que quand on est dans un milieu marin. Et forcément, ben, c'est valable pour tous les êtres vivants à partir du moment où on sait un petit peu gérer sa respiration dans l'eau. Une des théories qui a été avancée, c'est que ben, ces êtres, les premiers êtres vivants à avoir exploré la terre ferme sont des êtres qui vivaient dans des endroits marins où il y avait peu d'eau. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, dans les zones où il y a comment on appelle ça, les barrières de corail, ce genre d'endroit, où l'eau est peu profonde. Et à l'intérieur de ces espaces-là, de ces écosystèmes, il y a énormément de variété, de diversité, et donc de concurrence entre les espèces. Il y a des proies, il y a des prédateurs, et ceux qui ne se mangent pas entre eux, ben, ils doivent chasser plus rapidement que l'autre, avoir des stratégies plus avancées que l'autre pour avoir une chance de pouvoir se nourrir. Et la théorie nous dit que, en fait, c'est du fait qu'il y ait en quelque sorte une surpopulation dans ces zones-là, que certaines espèces se sont dit, alors peut-être je ne sais plus comment on appelle ça, mais peut-être qu'il y a eu une vague et il y a une espèce qui s'est retrouvée dans le ressac un peu posée sur la plage et était de temps en temps léchée par une vague, ce qui lui permettait de survivre. Et elle s'est rendue compte que là, ben, il y avait des choses à manger. Souviens-toi, quand tu es sur une plage sauvage, enfin sauvage qui n'a pas été nettoyée en tout cas, il y a toujours un peu d'algues sur le bord, d'algues mortes. Et là-dedans, il y a donc des êtres invertébrés, des insectes, qui vivent là-dedans, qui se déploient. Et donc, ben, nos amphibiens, par exemple, ils vont manger ça. Ils vont, pas forcément les algues, mais ils vont manger les insectes qu'il y a là-dedans. Et peut-être que par ah, euh, opportunisme, voilà, un de ces amphibiens, futur amphibien en tout cas, s'est retrouvé propulsé là dans ce tas d'algues, en train de sécher au soleil, mais avec une vague qui vient lécher et humidifier la zone régulièrement, ce qui lui permet de survivre, et en même temps, il peut manger. Et donc, de fil en aiguille, ils ont peut-être cherché à toujours se retrouver dans ces zones-là. Et encore une fois, étape suivante, ben, descendance, ah ben tiens, là il y a à manger, là dans le milieu marin, je suis en danger, mais en même temps, je suis bien parce que mon corps reste humide, je sais respirer dans l'eau quand même, c'est quand même plus facile. Et petit à petit, voilà, il y a des organes qui vont s'adapter et donner les amphibiens qu'on connaît aujourd'hui, comme par exemple ben, les batraciens, tout simplement, les grenouilles. Et d'autres des espèces, il y en a plein, hein, et qui font l'aller-retour entre les eaux et la terre. Et j'en viens pour dire tout ça que le, pourquoi ils sont sortis de l'eau, ben, c'était pour se nourrir. Parce que si on en reste encore à nos amphibiens, à ma connaissance, il y a sûrement des exceptions, la plupart, hors exception, ils mettent au monde et ils s'accouplent dans l'eau. Enfin, ils s'accouplent, j'en sais rien si ça s'accouplent dans l'eau, mais en tout cas, ils déposent leurs œufs dans l'eau. La reproduction, les futures espèces, les descendances grandissent, les œufs, tout ça dans l'eau. Tu m'as compris. En revanche, ils vont aussi bien se nourrir dans l'eau, mais aussi sur Terre. Et beaucoup, et là je pourrais dire même en fait l'ensemble de l'existence du vivant, a toujours cherché à agrandir son territoire, à aller découvrir, explorer de nouveaux territoires pour s'alimenter, dans un premier temps. Et après, les, la, la descendance, tout ça a suivi, mais
le, le premier pas, c'est toujours pour une histoire de nourriture, d'alimentation. Et j'en reviens à ma question d'entrée. Qu'est-ce qui, toi, te pousse à aller toujours chercher ailleurs? Quelle espèce de nourriture tu vas chercher ailleurs? Pourquoi, quand on se... Tu sais, il y a une expression, quand on se sent pas bien, on dit l'herbe est toujours verte chez le voisin. Mais qu'est-ce qui manque chez toi, en fait? Et ça, c'est vraiment une question à se poser, hein, quand on est toujours par monts et par vaux, toujours dans cette quête de, de vouloir aller voir ailleurs, de toujours, et quel que soit le terme, enfin, quoi qu'on mette dans le terme, aller voir ailleurs, hein. Euh, Ça peut être à la recherche d'hommes ou de femmes, à la recherche de nourriture, de prairies plus vertes, d'autres espaces de conquête, hein. Les sportifs, par exemple, on cherche toujours à aller augmenter ses défis. Et qu'est-ce qui n'est pas nourri en nous, en fait, qui nous pousse à aller à l'extérieur? On n'est plus dans le contexte de nos batraciens, de nos amphibiens, qui, par survie, probablement par aussi opportunisme, l'opportunisme a fait partie de toute manière de l'évolution de la biologie. Qu'est-ce qui a fait que par survie, en tout cas, eux sont sortis de l'eau avec des allers-retours? Mais qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, ça reste ce besoin de toujours aller plus loin, de toujours aller à l'extérieur, chercher quelque chose? C'est plus pour manger. Aujourd'hui, on va dans le magasin, on s'alimente. C'est, et c'est plus non plus dans une survie dans le sens, si je le fais pas, je meurs. Là, je vais mettre des grandes guillemets parce que pour certaines personnes, s'ils ne réalisent pas leurs objectifs, en fait, ça peut être synonyme d'une petite mort, j'ai envie de dire. Et aussi, ça peut amener dans des états dépressifs. Et là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que au niveau du système nerveux, du nerf vague et de la théorie polyvagale, une personne qui va être dans un état dépressif ou même complètement dépressive va être encore plus bloquée dans son mouvement. Donc, dans l'essai d'obtention de son objectif. Et ça va être compliqué, c'est pas impossible, néanmoins ça va être difficile pour ces personnes-là de refaire un pas en avant, surtout quand on répète des passages dans les états dépressifs ou les dépressions. Et ça va être compliqué de pouvoir repartir en avant pour retrouver cet élan et de nouveau aller vers nos rêves. Il y a un juste milieu à trouver, en fait. C'est qu'est-ce que pourquoi je suis jamais bien, en fait, là où je suis. Il y en a, ils vont se poser cette question, pourquoi j'ai toujours besoin à chaque vacances de partir à l'autre bout du monde. Et d'autres où, en fait, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai plus cet élan? Qu'est-ce qui fait que ça me nourrit plus? Donc on en vient toujours sur ce genre de termes, nourriture, alimentation. Est-ce que c'est des nourritures intellectuelles? Est-ce que c'est des nourritures de liens entre humains? Est-ce que ce sont des nourritures matérielles, vraiment des aliments que l'on mange? Euh, voilà, c'est peut-être déjà une question à te poser, voir toi là où tu en es aujourd'hui et d'essayer de comprendre que le mode dans lequel tu es actuellement, c'est une adaptation de ton système nerveux qui te maintient en survie, qui te maintient en vie, en survie. Et lui, que là, dans ta tête, tu te dises ah oui, mais je suis heureux comme ça, ou ah mais non, là je suis complètement malheureuse, lui, ton système nerveux, il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu sois là dans la seconde d'après, la seconde d'après, la seconde d'après, jusqu'à le plus loin possible, toujours en vie. Que tu sois immobile ou en train de courir dans tous les sens. Et sauf qu'à un moment donné, ces états-là peuvent nous fatiguer, te sentir toujours bloqué, de te sentir toujours par monts et par vaux, parce que chaque état a des conséquences, demande des moyens aussi. Et l'idée, c'est de déjà
en comprenant qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état-là, pourquoi, pour quelle raison. Et ça, c'est un travail qu'on ne fait pas seul parce que c'est compliqué de changer son regard et d'essayer de comprendre ça. C'est mieux, et c'est plus rapide en tout cas de le faire en accompagnement. Et pour ensuite essayer ok, ben là en fait, si je fais ça un peu différemment, ben, je suis pas en danger en fait. Je suis pas obligé de toujours voyager et de faire 10 fois le tour de la planète. Je peux aller un peu moins loin et être en sécurité. Ou je peux sortir de chez moi, aller peut-être dans la ville à côté, ou juste à 3 pâtés de maison, et en fait me sentir en sécurité. Et ça c'est un apprentissage, c'est des compétences à réacquérir, à réapprendre aussi. Et voilà, donc c'est ce que je propose. Et si tu veux aller plus loin, comme d'habitude, je t'offre 30 minutes d'échange téléphonique. Toutes les infos sont dans le descriptif l'épisode. Et je serai ravi d'échanger avec toi là-dessus pour voir si on partirait ensemble sur, non pas à l'autre bout de la planète, mais sur un accompagnement individualisé. Ça peut être aussi bien sur l'alimentation, par exemple. Je te laisse avec mon ami Bala à la musique et je te dis à très vite. Ciao ciao.